Bonjour nos auditeurs. Bonjour à tous et à tous, Dans cet épisode de Savoir en deux podcast, avec Guillaume et Maxime. c'est moi-même. Maxime et Guillaume, Et c'est on est toi-même. toujours en deuxième. Attention. C'est une question d'éducation. Exactement. Et en parlant Justement. d'éducation, L'éducation, parlons-en. attention, pas n'importe quelle éducation, parce que là peut-être que tu parles plutôt d'éducation parentale, alors qu'en réalité Effectivement. l'objet de cet épisode est plutôt le système d'éducation. Ouais. Alors, l'éducation. J'ai une petite parenthèse à faire là-dessus. Yes. Il y a deux choses différentes. Ok. Il y a l'éducation et l'instruction. Ouais. Et en fait, l'éducation, c'est ce que va te donner tes parents, du coup, une bonne éducation ou non. Et l'instruction, c'est quand tu vas aller à l'école. Donc, on appelle ça le système d'éducation, Oui. l'éducation scolaire, mais en fait, c'est de l'instruction réelle. Ouais, ça en fait partie. Après, c'est encore une fois, c'est une question de C'est sûr. sémantique. Quel mot tu utilises entre éducation, instruction, enseignement, Ouais, tu vois, exactement. qui sont moult mots pour plus ou moins dire la même chose. Ce qui veut dire beaucoup de mots. Exactement. Encore un synonyme. C'est là où on se rend compte qu'on a une langue riche, fou Disons qu'on. et variée. Moi, j'ai pas l'impression d'utiliser autant de mots que ce que je peux trouver pendant mes recherches. Ah mais clairement, Genre clairement. vraiment. Après, j'avais entendu quand même un truc. Alors, je sais pas si c'est réel ou pas. Je pense que oui. Quand tu apprends une nouvelle langue, il te faut 200 mots pour te permettre de pouvoir suivre une discussion et parler avec des personnes. Bah c'est complètement en fait l'autre Pareto qu'on avait déjà évoqué dans un épisode. Vraiment en l'espace de 20 les 20 premiers pourcents de la langue en termes de mots, etc., te servent à faire 80% de toutes les conversations que tu auras Ouais, bien besoin dans sûr. ta vie, tu vois. Et après, si vraiment tu veux aller chercher la perfection, aller chercher des dialogues hyper poussés, avec des arguments très complexes, etc., bah ouais, il faut que tu ailles chercher le vocabulaire, en plus, les 80% de vocabulaire. En fait, de me dire que déjà en français, je le fais pas. Disons que je suis bien dans mes 20% quand même. C'est clair. On est très très bien. Donc Maxime, donc le système d'éducation, qu'est-ce que s'éduquer du coup pour toi? Est-ce que tu as pris la définition, pas forcément du système, peut-être que tu l'as, mais de l'éducation en elle-même? Moi, par rapport aux recherches que j'ai faites, pour moi, l'éducation, c'est vraiment le fait, comme tu dis, d'avoir une instruction. Moi, je préfère le terme d'enseignement, il me parle un peu plus, d'avoir un enseignement principalement extérieur. On en reviendra après, il peut y avoir l'enseignement à domicile, mais c'est un peu plus complexe. Et je pense que ça relève un peu moins de la science du système d'éducation dont on va parler, parce que du coup, tu sors un petit peu de ce système d'éducation, donc tu fais ça à domicile, etc., principalement par tes parents, ce genre de choses. Mais bref, si on reste sur le sujet en lui-même, c'est le fait qu'il y ait tout un programme, quelque chose qui est réfléchi par divers organismes, institutions et tout ça, pour offrir, entre guillemets, l'enseignement le plus optimal pour la construction de l'enfant, de l'adolescent, etc., pour réussir dans la vie. Enfin, réussir, c'est même pas nécessairement réussir, mais juste Partir avec connaître des les bases. codes de la société et puis avoir les connaissances cognitives et informationnelles nécessaires à vivre, on va dire, plus ou moins sereinement en société, tu vois, et de pas se confronter à des obstacles tout le temps dans ta vie, tu vois. Pour moi, c'est un peu ça. Toi, tu le vois comment? Alors, moi, je vais avoir un avis assez tranché pendant cet épisode. Tout au long de l'épisode, Ok. Je vais t'offrir un petit peu mon avis, qui en soi est assez similaire au premier épisode, dans le sens où je considère qu'on a quand même un bon système d'éducation en France jusqu'au collège, en fait, globalement. Jusqu'au collège, on a un bon système d'éducation parce qu'on va quand même correctement apprendre à lire, à écrire, à compter. Enfin, mine de rien, c'est des choses qui sont indispensables dans la vie. Alors, je dis pas qu'on compte tous les jours, mais c'est important quand même. Et par contre, quand on arrive autour du collège, lycée, à mon sens, c'est ce qu'on disait pendant l'épisode 1, il y a quand même des choses à revoir, du moins des choses qui pourraient être améliorées. Voilà, je vais pas m'étendre tout de suite, Ok, mais du coup, l'éducation en elle-même, c'est déjà l'action de s'éduquer, de se former, de s'instruire, d'en parler justement, ou d'instruire quelqu'un d'autre aussi. L'éducation de base, c'est aussi ça. Le système d'éducation est là pour instruire tous les élèves qui passent dans ce système-là. Ok. Très, très Alors, bien. moi, j'ai trouvé plusieurs styles d'éducation différents. Est-ce que tu veux les entendre? Bah oui, bien sûr. Ah, ça me rassure. Bien sûr, bien sûr. Moi, sûr que j'ai pas pris des notes pour rien. Donc, j'ai trouvé 3 styles d'éducation différents d'après le psychologue Kurt Lewin.
Ok. Ouais, j'ai failli lire différemment. Donc Kurt Lewin, psychologue, qui a fait du coup des recherches sur les différents styles d'éducation. Dans ces styles d'éducation, il y a le style autoritaire. Ouais. Donc le style autoritaire, c'est principalement ce qu'on pouvait connaître, enfin pas nous directement, plutôt nos parents et nos grands-parents pouvaient connaître à l'époque, avec le tapage sur les doigts, avec la règle, des choses comme ça. Ça, c'est un style qui est très strict, c'est-à-dire beaucoup de règles, des limites assez, on va dire, proches de ce qu'on a le droit de faire. Globalement, on peut pas faire grand-chose. Et beaucoup d'interdictions aussi. Donc ça, on va dire que les personnes qui vont rentrer dans ce style d'éducation-là vont ressortir ultra carrés, mais moi, mon avis, c'est que potentiellement un jour, si tu arrives à en sortir, tu pètes un câble. Parce que tu as eu tellement de limites et tellement de barrières que quand tu vois tout ce qui est possible de faire dans le monde, tu vas dans tous les sens et tu vrilles complet. Après, c'est mon avis. Je pense que c'est pas arrivé à tout le monde. Nos grands-parents sont quand même assez stables. Mais du coup, c'est quand même assez différent par rapport à ce que nous, on peut connaître maintenant, qui est un style différent, du coup, dont on va parler juste après. Ok. Mais ouais, le système autoritaire, je trouve, enfin, c'est pas forcément le plus adapté à notre époque, en tout cas. C'est marrant parce que ça me fait penser un peu à moi ce que j'ai appris en cours de commerce. Commerce et management, notamment sur les différents styles de management. Ouais, exactement. Avec le style de management autoritaire, Ouais. etc. Et d'autres styles un peu moins agressifs. En fait. Ouais, exactement. Bah, c'est un peu le même fonctionnement. Alors, le deuxième, c'est le laisser faire. Donc, ça, je suis pas du tout pour non plus, dans le sens où si un gamin à qui tu es en train d'apprendre quelque chose, tu l'accompagnes pas suffisamment, il va juste rien apprendre. Il y a une chance sur 25 pour que, c'est un chiffre au pif, hein. Il y a une chance sur je ne sais combien que l'élève il soit suffisamment, j'en sais rien, pas autodidacte, mais qu'il ait suffisamment d'autonomie. Ouais, d'autonomie pour se dire bah tiens, là il faut que je suive le cours correctement. Si t'as pas un prof derrière qui lui dit ah il faut faire ci, il faut faire ça, il va probablement pas le faire. Et c'est aussi beaucoup plus difficile d'apprendre des choses par soi-même en se basant sur rien. Ouais. Si le prof n'accompagne pas, c'est compliqué. Et du coup, le troisième, qui est le style démocratique. Donc, on en revient un peu à la société actuelle, en fait. Peut-être que le système d'éducation devrait être comme ça. Donc, globalement, c'est un mélange des deux. Je pense qu'on est quand même en train de passer un peu par là, d'en arriver jusque-là. Et j'en ai un bonus qui est de plus en plus courant. Et celui-là, je l'affectionne particulièrement. Je pense que plus tard, ça sera une bonne chose s'il est appliqué à l'école. C'est le style positif. Ok. En fait, c'est quelque chose qui est pas beaucoup fait par nous en France principalement, de féliciter sur les bons points. On est plus sur la partie ça tu l'as mal fait, ça tu l'as mal fait, ça tu l'as mal fait. Et en fait, on va voir que le négatif, alors globalement, il y a plein de positifs. Et ça, du coup, ça revient sur ce qu'on disait pendant l'épisode 1, de se dire, en fait, c'est pas parce que tu es peut-être moins intelligent que lui que tu vas pas être plus intelligent émotionnellement, tu vois, par exemple. Et ben, typiquement, là, ça sera plus de dire, bah, toi, c'est vraiment bien parce que tu es quelqu'un d'empathique, tu écoutes les autres, tu sais les comprendre. Plutôt que de dire, là, t'es vraiment bête, tu sais pas faire des calculs, tu vois. Bah, ça, à mon sens, c'est quelque chose qui devrait être appliqué dans le futur. Mais on verra qu'il y a quand même quelques difficultés pour le faire. Je pense que c'est comme tout, je pense qu'il faut réussir à trouver le juste milieu, parce que indirectement, je vois aussi l'extrême où, effectivement, si tu fais que de récompenser et dire t'as bien fait les choses, ben, ça perd de la valeur. Tu enlèves aussi un petit peu la possibilité à l'enfant de se rendre compte des erreurs qu'il commet, et finalement, on le voit, enfin moi en tout cas, moi je le vois au niveau personnel, depuis que je suis sorti du système d'éducation, que je suis autonome dans ma vie d'adulte, etc., dans mon projet pro et tout ça, je vois bien que la seule façon dans laquelle j'évolue, c'est le système d'essais-erreurs, et c'est basé sur le fait que je me rends compte qu'il y a quelque chose que je fais mal, et que du coup j'essaye de le faire mieux. Et c'est rarement basé sur le fait qu'il y a quelque chose que je fais bien, et du coup j'essaye de le faire mieux, non, parce que je le fais déjà bien, tu vois. Donc effectivement, il faut avoir la juste mesure de à la fois voir ce que tu fais bien et continuer de le faire, mais aussi garder cette vue sur ce que tu fais pas bien pour réussir à le corriger, tu vois. Et du coup, c'est là où il faut trouver un juste milieu, mais effectivement, ça peut être une bonne façon d'enseigner. Bah, disons que je pense que c'est plus la tournure des phrases qu'on utilise, dans le sens où
c'est très facile de dire ça c'est pas bien, ça c'est nul, là t'es mauvais. Ouais. Mais tu peux dire là tu peux t'améliorer, là il faut que tu travailles dessus. Tu vois, c'est des phrases qui sont Ouais, je suis différentes d'accord. mais qui n'ont pas du tout le même impact. Mm. Et ça du coup ça fait partie du style positif. Ok, intéressant. Donc beaucoup plus de soutien, des règles et des limites un peu plus claires. Je t'en prie, est-ce que tu as des choses à nous dire sur le système d'éducation, dans quelle direction t'es parti? Ça t'a emmené où? Alors moi, il y a déjà il y a quelques informations que je trouve assez intéressantes au niveau, on va dire, du système d'éducation français tel qu'il est, notamment par rapport aux différentes valeurs, aux différentes obligations aussi. Je pense qu'une majorité des gens qui vivent en France, et je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres pays, mais savent du coup que en France, l'école est, entre guillemets, je mets des guillemets là tout de suite, obligatoire entre 3 ans et 16 ans. En fait, c'est à partir de 3 ans, c'est pour ça qu'on met nos enfants en général à l'école à 3 ans, plus ou moins quelques mois, ça dépend en fait de la date à laquelle tu es né, Ouais, bref, bien mais sûr. c'est plus ou moins 3 ans. Et ensuite, à partir de 16 ans, après 16 ans, c'est plus obligatoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux possibilités d'enseignement à ce moment-là, et c'est ce que j'ai évoqué en début d'épisode, c'est l'établissement de scolaire, donc les écoles et tout ça, que ce soit public ou privé, et dans certains cas, sous condition, l'enseignement à domicile. Les conditions sont assez variées, mais il y a quand même une justification. Tu peux pas juste dire, moi en fait, je suis contre le système d'éducation actuel, je trouve qu'il marche pas, je veux pas mettre mon gosse là-bas, ça marche Ouais, pas. bien sûr. Il faut que tu aies des justifications qui te permettent de ça. Alors pour le coup, je pense que c'est jouable, c'est-à-dire que même si tu le veux vraiment, tu pourrais réussir à le négocier plus ou moins en trouvant certains arguments. Mais les conditions principales, on va avoir tout ce qui est handicap de l'enfant, que ce soit mental ou moteur, Ouais. tu peux le justifier. Il y a tout ce qui est proximité de l'école, si tu n'habites pas très proche d'une école, tu peux justifier également ça en fonction des moyens de la famille, est-ce que tu as la possibilité de l'emmener ou pas, blablabla. Donc là-dessus, ça peut potentiellement se jouer. Il y a tout ce qui est comment ça s'appelle, les déménagements fréquents, les mobilités des parents. Ouais. Tu vois, si les deux parents sont des personnes qui ont besoin de mobilité dans leur job, Ouais, bien sûr. en fait, ça n'a pas de sens d'inscrire dans des écoles différentes aux quatre coins de la France ou dans divers pays. Ouais, bien sûr. Voilà. Et après, on va avoir quelque chose qui est de plus en plus présent, Ok. le harcèlement scolaire. Ok. En fait, maintenant sert de justification à ce qu'un enfant sorte de ce système-là et soit éduqué Alors, à la maison. si je peux donner mon avis direct, je trouve que d'un côté c'est une bonne chose, parce que quand ton gamin se fait harceler, si t'as pas d'autres collèges ou lycées à proximité, c'est compliqué de le mettre. Mais d'un autre, je pense que c'est une très mauvaise chose dans le sens où le gamin, en fait, il va vivre vraiment un échec énorme. Ouais. Et tu restes sur une mauvaise expérience en fait. En fait, tu sais, de base, globalement, le système d'éducation, il est là pour nous éduquer sur les choses importantes de la vie, comme compter, parler, etc. Mais aussi d'un autre côté, pour notre confiance sociale, notre cohésion sociale avec les autres. Et honnêtement, retirer un gamin qui s'est fait harceler de l'école, je pense que c'est la pire chose à faire pour lui, en fait. Je Totalement. pense qu'il vaut mieux l'accompagner et j'en sais rien, le confronter aux problèmes qu'il peut avoir avec la personne qui lui inflige ces problèmes-là, tu vois, peut-être. J'en sais rien, il y a peut-être d'autres solutions. Mais ouais, c'est un énorme échec, en fait. Enfin, moi, si ça m'arrive, un truc comme ça, un gamin, je pense que je l'enlèverai pas de l'école. D'autant plus qu'en fait, les situations comme ça difficiles, ce qui permet de nous faire grandir, c'est de réussir à les avoir surmontées. Ouais, bien En fait, si tu finis par aller en enseignement à la maison, tu l'as pas surmonté, tu l'as esquivé. Je dis pas qu'il faut rester dans l'école où tu te Ouais, fais bien harceler et réussir à te battre mentalement et jusqu'à ce que plus personne te harcèle. C'est pas des choses qui arrivent, mais il faut que l'approche soit suffisamment nécessaire, hein, qu'on t'ait pas juste couvé et protégé. Ouais. Il faut que tu aies réussi à avoir la même expérience mais d'une façon positive, donc dans une autre école. Potentiellement réussir à te réintégrer dans une autre classe, etc., plus te faire harceler et te rendre compte que c'est pas toi le problème, mais que c'était les autres avec les le personnes en contexte, question, etc. Alors que si on t'enferme chez toi, en fait, tu te dis juste que c'est toi le monstre et que c'est Ouais, pour ça bien que tu sûr. t'es harcelé, et en fait, finalement, ça peut avoir un effet contre-productif. Après, c'est que mon avis, je suis pas psychologue, Ouais. j'ai cette sensation-là, mais Mais tu vois, on va voir. je pense que ça fait un peu, pas gratification instantanée, mais quasiment, dans le sens où
t'as l'impression que c'est une décision qui va être positive, mais en fait, ça va avoir des sales répercussions derrière, Ouais. tu vois. Et ouais, autant, tu vois, si c'est du handicap, là, ouais, si c'est du handicap physique, par exemple, cette difficulté De se déplacer. d'aller en cours, il y a des escaliers, des trucs comme ça, là, je peux comprendre, tu vois. Mais ouais, c'est vrai, suite à un harcèlement, c'est compliqué. Je pense que ce serait mon cas pour un de mes gamins, que j'ai pas encore. Pour un de mes gamins, je pense que je l'inscris à la boxe ou au karaté. Je peux te dire qu'il va bien rester dans l'école et il va vite se faire respecter. Attention Guillaume, la violence ne résout rien. Ah non, c'est La du violence respect. n'est pas hein, la c'est solution. uniquement du respect. Imagine, tu croises un maître en karaté, tu vas lui devoir le respect, je te le dis. Que s'il t'a mis une bonne tarte pour prouver qu'il a fait du Ouais, karaté. Parce que Au le pire, mec je qui lui vient et achète qui me une- dit j'ai fait 12 ans de judo, voilà. je lui achète Je une peux ceinture forcément le noire. croire. Je vais lui mettre une grande jeep. Mais ouais, non, du coup, c'est vrai que je trouve que c'est peut-être pas forcément la bonne chose. Mais ok, Ouais. c'est bon à savoir quand même. Il y a pas mal de cas de figure dans lesquels. Moi, j'avais pensé à un justement. Tu parlais de parents en déplacement et autres. Il y en a aussi beaucoup qui partent faire, par exemple, 1 ou 2 ans autour du monde Ouais. et qui font du coup l'école à distance. Et ça, du coup, tu l'as pas mentionné, mais ça peut peut-être faire partie des déplacements des parents. Ouais, mais c'est ça, ça en fait partie, bien sûr. Mais ça, tu vois, je trouve que c'est une bonne chose en fait, parce que ça évite que le gamin il soit déconnecté de l'école et potentiellement après tu vas revenir et tu vas le remettre dans la même école où il était déjà. Ouais. En fait, ce qu'il faut voir, et c'est là où ça devient compliqué, c'est qu'il faut voir derrière comment l'enseignement à domicile est réalisé. C'est-à-dire que, imagine toi en tant que parent, d'un seul coup, tu as, on va dire, la charge de l'enseignement de ton enfant. Ouais. C'est-à-dire que il faut à la fois effectivement que tu arrives à trouver des choses à lui enseigner, mais Faut par du temps souci, aussi. par souci de cohérence, il faut aussi que tu fasses en sorte que ça colle avec le programme entre guillemets scolaire, parce que si tu le remets un an plus tard Et qu'il apprend la même chose. dans le truc, s'il n'a pas appris les choses, par exemple, s'il a loupé une année où ils apprennent des trucs de base en mathématiques, Ouais, lui il n'a pas appris les bases parce que tu lui as fait apprendre autre chose par exemple, et que lui il arrive et en fait il se pointe et il est complètement largué, Ouais, bien sûr. ben, tu vois, et du coup c'est là où c'est compliqué, c'est en fait comment trouver le juste milieu. Est-ce que du coup tu dois faire venir des profs à domicile, Ouais, est-ce c'est ce que je pensais. est-ce que toi tu peux le faire toi-même et tout, et tu vois il y a toute une logistique quand même qui est bien inscrite avec, ça peut aussi être des coûts financiers assez importants, parce que faire venir un prof ça veut dire que c'est des profs particuliers, là ça te coûte de l'argent, alors peut-être à la base tu avais un enfant en études publiques Ouais, et du coup ça publiques. te coûtait rien, enfin tu vois, Ouais, bien sûr. c'est aussi quelque chose de compliqué à gérer. Après faut faire ce qui est mieux pour l'enfant aussi. Ouais, bien Parfois sûr. la meilleure solution serait peut-être de faire ton tour du monde tout seul et de laisser l'enfant à ta mère Pendant pour 2 que- ans. pendant 2 ans pour qu'il continue d'aller à la même école avec ses mêmes copains et qu'il Ouais. continue aussi son cercle social. Tu vois, il y a plein de choses en fait. Du coup, c'est Maxime, en hyper disant complexe. ça, Bref. en disant ça, tu considères que c'est plus important d'avoir un bon système d'éducation et d'y rester que d'avoir des parents derrière qui nous soutiennent? Aucune idée. Justement, on va le voir tout à l'heure. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est lié et tout doit communiquer. Il y a justement certains psychologues qui expliquent, enfin des psychologues scolaires d'ailleurs, qui expliquent que la vie de l'enfant, en fait, au niveau scolaire, c'est pas juste de 8h à 17h ou quoi. C'est la vie de l'enfant, c'est 24 heures et c'est dans 3 secteurs. C'est la famille, Ouais. l'école et les loisirs. Et en fait, le système d'éducation, en fait, doit s'organiser autour de tout ça, pas juste autour de la petite période où tu es à l'école. Ça doit s'organiser autour de tout, et c'est ça qui permet d'avoir une harmonie et un équilibre qui permet une bonne construction de l'enfant, de l'adolescent, etc. Ouais, bien Et on va le voir du coup dans les différentes formes de système scolaire, parce que là, effectivement, on a mentionné un petit peu les différentes Les styles d'éducation. façons. Ouais, tu as mentionné les styles d'éducation, et moi j'ai mentionné simplement l'obligation légale. Et en fait, si on y pense, comment ça se découpe, l'éducation, le système d'éducation tel qu'on le connaît aujourd'hui? On sait que dans la majorité des pays, on va avoir l'enseignement primaire. Donc là, on va avoir école maternelle, école élémentaire. Dans Ouais. la majorité des pays, c'est à peu près la même chose, hein, quelques variances près. Les âges sont pas nécessairement les mêmes tout le temps, mais plus ou moins. Et du Ensuite- coup, ça représente à peu près 8 ans. Nous, en France. Ouais, c'est ça, c'est de 3 ans à 9 ans, je crois. Non, 3 ans, Un peu 10 petit, ans. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça, c'est entre 7 et 8 ans. Ensuite, on va avoir l'enseignement secondaire. Et donc là, ça représente collège et lycée. Ouais. Et ça représente, pareil, entre 6 et 7 ans. Mhm. Et donc ça, déjà, cette plage-là, en fait, elle fait ce que je disais tout à l'heure, 15 à ans. peu près entre 3 et 17-18 ans, selon quand t'es né.
Et D'ailleurs. ensuite, la troisième partie, c'est l'enseignement supérieur. Ok. Et là, ce qui est particulier, c'est que l'enseignement supérieur est très différent des deux premiers. Tu vois. Donc, Ouais, pour la partie enseignement supérieur, on est entre 2 ans pour les formats Ouais. les plus courts jusqu'à 11 ans pour les formats les ouais, plus c'est ça. Mm. On est tombé peut-être un peu sur les mêmes infos. Non, moi, j'avais pas ce Ok. détail-là, je l'ai pas trouvé, mais je le sais, d'expérience. Ouais, mais bien sûr. Je sais que tu as des bacs plus 2, plus 3, plus 5, et puis après, tu as les longues études, que ce soit les médecins ou autres, Ouais, bien sûr. les doctorants, etc., où tu peux aller chercher plus 8, plus 10, plus 11, quand tu enchaînes en plus différents cursus mis bout à bout, ça peut aller très loin. D'ailleurs, j'ai une info. Je pensais pas en fait que ça s'orientait dans cette direction-là. Quand on est en primaire, sur tout tout le cursus en fait sur les 8 années, on va passer à peu près autour de. Alors, est-ce que c'est. Non, c'est sur une année. On va passer à peu près 800 heures en cours. Et en fait, quand on arrive au collège, ce temps-là, il diminue. Moi, j'ai pas du tout eu ce ressenti-là en venant de la campagne. Ça a été l'inverse en fait. J'avais moins de cours quand j'étais en primaire et plus de cours quand j'étais au collège. Mais je sais que les collèges en ville, c'est l'inverse. En fait, ils ont plein de trous, il y a des fois des profs qui sont pas là, etc. Moi, c'était l'inverse, c'était encore pire en fait. C'était de 8h jusqu'à 17h non-stop au collège. Et au primaire, c'était genre de 8h30 à 16h30, 16h, ou des conneries comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais, je pense que c'était à peu près similaire pour moi. Et en Je fait, pense que le gap, c'est c'est plus fait entre lycée et collège que collège et primaire. Pour moi, j'avoue que le collège c'était assez chargé. Je pense, dans mes souvenirs, je crois que j'avais à peu près 36 heures, je crois que j'avais calculé. Ouais, 36 heures de cours. Ça me faisait quasiment plus de 7 heures par jour en fait. Mais du coup, ça, c'est la différence entre l'élémentaire et le secondaire, du coup. Ouais, je sais pas en fait si c'est uniformisé, je saurais pas te dire. Je saurais pas Apparemment, te on dire a moins de cours quand on est en secondaire. Ouais. Après, c'est l'info que j'ai trouvée. Mais on verra que c'est pas plus mal. C'était quand même très précis. On verra que c'est pas plus mal. Et tu mentionnais cette différence-là. Déjà, moi, il y a un truc que j'aimerais noter, c'est comme je disais, ces trois enseignements-là, primaire, secondaire et supérieur. Ce qu'il faut noter, c'est que dans quasiment tous les pays, c'est sensiblement la même chose. Donc déjà, on peut partir du principe que, entre guillemets, le système français, sur cet aspect-là, est plus ou moins bon. Parce qu'il colle avec les autres qui ont des meilleurs scores, etc., qui sont considérés comme des meilleurs systèmes d'éducation. Donc là-dessus, ça colle. Ouais. Mais c'est pas le seul critère à évaluer. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme critères? On peut avoir par exemple le temps passé, en gros les horaires notamment, le temps passé à l'école. On va avoir deux dimensions sur ce temps-là, c'est-à-dire qu'on a le temps par jour, mais on a surtout le temps par an en termes de jours. C'est-à-dire que par exemple, on se rend compte qu'en France, on est à 142 jours par an à l'école, contre dans les autres pays 190. On est moins souvent à l'école que les autres pays. Et on a trop de vacances. On a complètement trop de vacances. C'est fou. Et On n'aurait pas pensé en fait. ouais, moi en fait, ça me paraît assez logique dans la mesure où tu te rends compte que typiquement dans les autres pays dont on entend parler, je pense par exemple à l'Allemagne, ce genre de choses, où tu te dis, tu sais, ils finissent les cours beaucoup plus tôt que nous, peut-être 16 heures et tout ça. En fait, finalement, ils ont le même volume de cours, c'est juste que du coup, ils en ont moins par jour pour que ce soit étalé sur plus de jours. Ouais, et du coup, ils ont plus de temps pour des loisirs ou des choses comme ça, et ils sont peut-être plus équilibrés que ce que nous on peut avoir. C'est ça. Et en fait, les psychologues expliquent que nous, ça a deux répercussions négatives en même temps. Le fait qu'on ait fait ce condensage, c'est qu'en fait, à la fois, on a des emplois du temps qui sont complètement surchargés, donc on sature nos capacités cognitives, etc. Comme du coup, même encore plusieurs négatifs, mais la principale, c'était les capacités cognitives, parce que en fait, tu fais 8 heures dans ta journée, laisse tomber, En fait, au bout il y a de la peut-être 3 heures de cours sur ta journée, peut-être 3 ou 4 heures, où tu as réussi à suivre, le reste, c'est passé à côté. Voilà. Et le deuxième, c'est la déconnexion. C'est qu'en fait, du coup, comme on a trop de vacances, on est tellement déconnecté que quand on reprend, il y a au moins 1 ou 2 semaines, on laisse tomber, c'est dans le vent parce qu'on n'y est plus du tout. Ouais. Et en fait, on est trop chargé. Et indirectement, comme on est trop chargé, il y a aussi les semaines avant les vacances où on n'est plus là non plus, tu vois. Donc, en fait, il y a plein de choses. On est là 2 semaines en fait sur les 6. En fait, c'est ça, c'est que du coup, on est moins souvent, et en plus de ça, quand on y est, on suit pas, tu vois. Ouais. Donc laisse tomber. Et comme tu disais,
troisième point négatif, que là n'était pas expliqué, mais qui fait totalement de sens, et je pense qu'il n'y a pas de contestation réellement possible, c'est que du coup, ça s'intègre moins avec ta vie périscolaire et extrascolaire. Ça, c'est un autre point qui vient après. Je t'expliquais justement. En fait, nous, j'ai l'impression qu'en France, on a beaucoup plus... on fait quelque chose intensément. Après, on passe à autre chose intensément. Ouais. Après, on passe à autre chose intensément. Et en l'occurrence, on va faire genre 6 semaines de cours non-stop, 2 semaines de vacances non-stop où on va pas du tout faire de cours, 6 semaines de cours, etc., etc. Et en fait, c'est peut-être pas le bon équilibre, tu vois. Après, je vais pas juger parce que ça nous a bien arrangé d'avoir autant de vacances quand on était jeune. Mais c'est pour dire, en fait, si on compare par rapport aux 190 jours, on est à 140, il y a un gros gap, en fait. C'est pas bon. Les résultats de ce système tel qu'il est, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de l'OCDE, qui est l'organisation de coopération et développement économique, donc qui regroupe les différents pays en fait internationaux et qui permet de faire derrière des classements, des études, des sondages, etc. C'est eux déjà qui estiment ce temps de jours par an, etc. Et il y a notamment un classement qui s'appelle le classement PISA, qui est, pour nous en France, ça correspond en gros au programme international du suivi des acquis des étudiants, des élèves. Et en fait, c'est un programme qui évalue les capacités des élèves de 15 ans sur la lecture, les maths et les sciences dans tous les pays, en fonction de leur langue. Donc tu vois, c'est une matrice qui est faite de façon à ce qu'on évalue le même niveau. Même si tous les pays n'ont pas le même niveau d'éducation, etc. C'est un peu comme le QI, quoi. On va dire que c'est plus ou moins équilibré pour évaluer si les pays sont plutôt bons ou pas dans leur éducation. C'est que en Europe, du coup, c'est mondial? Non, c'est international. Et donc, alors ça regroupe 85 pays. Il faut savoir que le score de la France, c'est 23. On est 23e en position. On pourrait dire comme ça que c'est pas trop mal. C'est ce que je me suis dit direct, mais après je me suis dit, il doit quand même y avoir pas mal de pays qui n'ont pas autant de moyens que la France et pas autant de connaissances. Il y a ce premier élément à prendre en compte, effectivement, comme tu le dis. Et il y a un deuxième élément, c'est qu'en fait, tu peux très bien avoir 20 pays qui sont hyper écartés les uns des autres, donc genre les 20 premiers, avec vraiment une différence de classement. Et ensuite, les 50 autres pays qui sont tous au même niveau. Voilà. C'est le cas? C'est plus ou moins le cas. C'est-à-dire qu'en fait, la France est quand même parmi les scores les plus bas. Même si on est 23e sur 85. Et on est loin en fait, on est juste entassé avec tous les autres pays qui n'ont pas un très bon système d'éducation. On est le groupe des nuls qui est tout au fond de la classe. C'est ça, exactement. Et bon, du coup, c'est significatif, en fait, ça représente un peu ça, et on se rend compte que justement, les autres pays qui performent mieux sont des pays dans lesquels tu as un meilleur équilibre, ils ont moins de cours dans la journée, moins de devoirs aussi, et du coup, ils ont plus de cours sur l'année, enfin plus de jours de cours sur l'année, moins de vacances, etc., mais qui permet en fait d'avoir un meilleur équilibre et qui se rapproche plus de la réalité finale vers laquelle on va tendre quand on arrive au travail. Finalement, quand tu arrives au travail, tu n'as que 5 semaines de vacances, tu travailles quasiment tous les jours, en fait, ça paraît logique. En fait, finalement, tu entraînes tes élèves à avoir le rythme de vie qu'ils vont avoir le reste de leur vie. Donc c'est tout autant mieux. Et ben, du coup, ça m'amène sur un fact que j'ai. Ça sera pas un fun fact, c'est pas super drôle. Mais j'imagine que dans les 20 premiers pays que tu n'as pas forcément mentionnés, on va tomber sur la Finlande, le Japon, la Corée du Sud, le Danemark, la Norvège, par exemple. Exactement. Principalement beaucoup de pays asiatiques et pays nordiques. Qui est du coup le top 5 en fait, des pays avec le meilleur système d'éducation. Ouais, et après, on a aussi Canada et États-Unis, qui est considéré comme un bon système. Ils ont que 2 semaines de vacances par an, les Canadiens. Pas à l'école, mais au travail, donc c'est peut-être. Ça fait une différence. Ça fait une différence, ça, c'est clair. Très bien. Et ouais, c'est quand même. Alors, du coup, ça amène à se poser des questions. Qu'est-ce que ces pays font qui fait que c'est mieux chez eux que chez nous? J'ai pas forcément l'information parce que je me suis pas renseigné non plus sur tous les systèmes d'éducation. J'ai principalement fait le système français et surtout sur les problèmes que ça peut avoir et comment améliorer le système justement. Ok, vas-y. Parce qu'on avait pas mal échangé là-dessus sur le premier épisode. On avait donné des idées notamment sur le QE et le QI. Ouais, première idée là-dessus, puis une deuxième idée sur le côté un peu alternance, notamment pour ensuite la poursuite d'études et tout ça. Sur ce point-là, je me suis pas forcément renseigné parce que là on faisait vraiment système d'éducation. Ouais. Mais je suis toujours assez d'accord que ça pourrait être honnêtement pour 80% des métiers quand on est adulte,
ça peut être vraiment la bonne voie à partir genre du lycée, juste après le lycée, de commencer direct études sup, voire peut-être même avant pour certains métiers comme des métiers manuels, de l'artisanat ou autre. Donc je vais te dire pourquoi est-ce que en France on est mauvais du coup. Ok. J'adore, on dirait des ragots. Ça va faire un super TikTok ça. Ouais. La France est mauvais en éducation. On est mauvais en éducation en France. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'on a trop d'élèves en classe. Ok. En moyenne, il faudrait à peu près une vingtaine d'élèves. Moi, j'ai eu pas mal de chance. Je me remets souvent sur moi-même parce que je viens de la Cambrousse, vraiment complètement perdu. Et on avait à peu près une quinzaine de personnes par classe, globalement. Plutôt pas mal. J'ai eu quand même de la chance là-dessus. J'ai Moi, pas été 35 ou 40 jusqu'au lycée. Moi, j'étais pas en métropole, mais pas très loin. Et du coup, j'avoue que j'étais quand même plus dans la tranche haute, 26 à 30. Ouais, ça m'étonne pas en fait. Quand tu te rapproches des villes, il y a de plus en plus de personnes et donc de plus en plus de monde pour de moins en moins d'enseignants. Donc la deuxième, c'est quel est le problème ? C'est le manque de discipline. On n'est pas assez sévère. Ok. Quand je dis on, je parle surtout en fait du système en lui-même et des enseignants qui sont un peu trop laxistes. Ils font justement partie du laisser-faire. Ouais, j'allais dire, du coup, est-ce que ça va pas un peu en opposition à ce que tu disais sur le côté positivisme, etc. Alors, à mon sens, il y a vraiment la différence entre autoritaire et laisser-faire. Et cette différence-là, elle est pile au milieu, c'est le démocratique. Okay. Et via ce style-là d'éducation, qui n'est pas forcément celui que je recommanderais d'après mes connaissances perso, c'est de trouver un juste milieu entre les deux. De laisser faire pour la créativité, pour trouver des solutions à des problèmes, mais pas de laisser faire n'importe quoi avec des gamins qui sont debout sur les tables et qui crient, tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, c'est ça le manque de discipline qu'on peut avoir, et sur lequel j'ai pu trouver quelques infos, c'est que plus ça avance dans le temps, plus les gamins sont mal éduqués, alors peut-être par les parents aussi, mais plus les gamins sont mal éduqués, et plus ça va être compliqué en fait pour les instruire correctement et qu'ils aient un bon cursus scolaire. Ouais. On a aussi du coup un problème, on va dire, c'est une conséquence qui résulte d'un problème. Le problème, c'est pas assez d'enseignants, et du coup cette conséquence, c'est qu'il n'y a pas assez d'individualité sur l'enseignement. Dans le sens où quand tu as un gamin qui comprend rien, quand on a 28 ou 29 autres, tu vas pas passer suffisamment de temps dessus pour faire en sorte qu'il s'améliore et qu'après il s'en sorte. Ouais, donc tu vas juste le délaisser. Et le problème, c'est qu'il y en a de plus en plus qui sont délaissés parce qu'il y a de plus en plus d'élèves pour de moins en moins d'enseignants. Et du coup, la balance entre les deux, c'est comme la loi de l'offre et la demande. Il n'y a pas assez d'enseignants, il y a trop d'élèves. Du coup, la qualité des cours baisse parce qu'il y a trop d'élèves par classe et parce que du coup, il n'y a pas assez de discipline. Et en fait, ça fait effet boule de neige. Il y a de plus en plus de causes qui vont causer justement cette conséquence finale qui est notre 23e place, très proche des 80 autres. Et ça rejoint ce qu'on disait sur la première partie où on parlait justement de flexibilité de l'enseignement, sur la possibilité finalement d'enseigner aux différents élèves de la façon qui leur convient le mieux, d'adapter son enseignement finalement à l'élève. Et alors peut-être que du coup c'était peut-être un peu faisable quand tu avais 15 étudiants par classe, parce que tu pouvais peut-être aller les mettre en 3-4 catégories et puis voilà, tu trouvais une façon un peu différente d'enseigner, etc. Et voilà, ça allait. Alors qu'en fait quand on a 30, en fait c'est ingérable, parce que même si tu fais 3-4 catégories, tu es quand même à 7-8 enfants par catégorie, et en fait c'est énorme. C'est déjà un trop gros groupe pour faire il faudrait faire des sous-catégories. Travail, tu vois. Et dans ce cas-là, il faudrait avoir des journées de 30 heures, tu vois. Ouais, non, bien sûr. 30 heures d'école. Je parle pas des 24 heures, tu vois. Et non pas 30 heures de colle. T'as déjà connu ça ? J'ai connu les heures de colle, mais pas 30. Enfin. Sur une année ? Sur une année aussi, peut-être. Donc, on a aussi. Tu vois, moi ça me fait réfléchir, me dire, putain, pas assez discipliné, pas assez autoritaire quand même. J'en ai pris, j'en ai pris des heures de colle. Après, il y a deux différences entre le respect, quand tu respectes le prof, en l'occurrence tu as une bonne discipline, et juste faire des conneries, tu sais, genre faire rire les copains, tu vois. Ouais. Et le gap entre les deux, il est quand même assez important, tu vois. Je suis d'accord, ouais. Puis d'autant que là je mentionne les heures de colle, avec le système tel qu'il est fait, tu peux aussi prendre des heures de colle pour... Je ne vais pas dire des trucs risibles parce que c'est pas le cas, mais genre tu peux prendre des heures de colle parce que t'es arrivé 3 fois en retard, parce que t'as oublié ta trousse, ou parce que t'as oublié ta trousse, ou parce que tu
t'es mal levé le matin et effectivement t'as peut-être un peu répondu au prof. Tu Attention, lui as pas nécessairement on manqué de cautionne pas. respect. Non, je dis pas que je cautionne. Non, mais ça peut. Je veux dire, l'erreur est humaine et ça peut arriver à tout le monde. Donc, en réalité, avoir 30 heures de colle sur l'année, ça arrive vite. Vous en faites pas, les gars. Franchement, On est de votre côté. on est que 140 jours en cours par an. Ouais, Donc ça veut dire 1 heure tous les 3-4 jours. Ça fait beaucoup quand même. Hein. ouais, ça. Ouais, ça fait beaucoup. Faut le voir comme ça, faut proportionner. Ah, bref, pas forcément les bons chiffres. Mais bon, on s'en fout, Bon, c'est du passé. pour la suite. Donc pourquoi est-ce qu'on est mauvais? On a aussi la formation des profs qui n'est pas suffisamment bonne ou pas suffisamment adaptée. En soi, j'ai pas forcément plus d'infos là-dessus, mais du coup, mon avis là-dessus, c'est que il y a tellement d'élèves différents que c'est difficile de former un prof à faire que du standard, alors que tu vas avoir genre 10 profils différents sur une classe, tu vois. Et encore, je dis 10 parce que j'en rapproche certains sur les 30, tu vois. Mais en fait, c'est difficile. Les profs, ils sont formés à t'apprendre des choses, mais ils sont pas formés à gérer des humains qui ne savent pas encore se gérer, tu vois. Alors que, en plus, la majorité du temps, c'est justement pour ça qu'ils veulent être enseignants. C'est pour le contact humain, le fait de faire grandir un élève, de participer à son éducation et lui offrir une vie meilleure. Ouais, bien sûr. Et au final, derrière, on les reprogramme en leur disant bah non, c'est pas ça que vous allez faire. Vous allez juste être des bourrer le robots crâne. qui enseignent, etc. Mais du coup, c'est marrant parce que ça va un peu en contradiction avec la vision que j'ai moi des différentes formations d'enseignants. Parce que pour connaître plusieurs personnes qui ont cherché ou qui cherchent encore à être enseignants, c'est quand même des études qui sont vachement demandantes, qui sont assez intenses, qui sont même assez longues. Et tu vois, et tu te rends compte que du coup, même avec ça, c'est pas adapté, c'est pas assez ou pas la bonne chose. En fait, je pense que le problème qu'il y a, c'est que c'est comme quand tu apprends tes cours en histoire, en géo, des conneries comme ça. C'est que c'est que du par cœur, que du bourrage de crâne. Et le problème qui se pose, c'est que le prof, il va avoir une culture générale assez importante parce qu'il va s'être bourré le crâne pendant ses 5 ans d'études. Je sais pas si c'est 5 ans, mais peu importe. Et derrière, en fait, il va pas savoir retransmettre ça. Tu vois, c'est comme, j'en sais rien, quelqu'un qui va être très bon pâtissier, bah, il va pas être bon prof pour apprendre à quelqu'un à être pâtissier. Pas forcément. Oui, Parce il qu'il faut avoir une il peut l'être fibre, comme tu il vois. peut pas l'être, effectivement. Ouais. Il faut avoir une fibre particulière. Et ça tous s'apprend les pas. profs l'ont pas, tu Oui, vois. oui, tout le Donc, peut-être qu'il faudrait, du coup, ça va m'amener après sur les améliorations. Je vais d'abord terminer par ce qui marche pas, ok. mais on va en parler. Il faut, du coup, c'est ce que je disais aussi juste avant, il faut pointer ce qui fonctionne plutôt que de pointer ce qui fonctionne pas. Ça fait partie des choses qui font que le système est pas forcément bon. On est tout le temps là à dire, bah voilà, ça c'est nul, ça c'est nul. Mhm. Il vaut peut-être même mieux dire, voilà, si tu fais comme ça, tu vas t'améliorer. Tiens, ça c'est bien, mais tu peux faire mieux. Enfin, tu vois, en fait, c'est juste de la formulation. C'est comme dans le livre Influence et manipulation. Apprends à dire les choses correctement. Ouais. Du coup, ça peut amener une perte de confiance en soi. Le fait de dire des choses comme ça. Et en fait, c'est ce qui va amener derrière à avoir certaines personnes qui ont des mentalités un peu faibles, des mindsets un peu faibles, et qui vont avoir tendance peut-être des fois à se faire harceler parce que bah, ils ont déjà pas confiance en eux. Donc si tu as des gamins qui les insultent, parce que c'est facile quand tu as cet âge-là de balancer des insultes, des mots de singe et autres, derrière tu vas perdre confiance en toi et là peut commencer le harcèlement. Pour ceux qui nous entendent seulement et qui ne nous voient pas, il y avait Guillaume a montré les guillemets sur le mot faible, bien sûr. Ça ne veut pas dire que les personnes sont faibles en elles-mêmes, c'est juste qu'effectivement ça n'entraîne pas assez la résilience et on va dire le fait de continuer de chercher et de se battre. On va dire qu'il y a un moment où tu fais une sorte de mental give up, on va dire, et du coup tu te laisses faire. En fait, ça ne donne pas des bonnes bases. C'est comme si tu construisais une maison sur de la boue ou de l'argile, quoi. Et du coup, la dernière, on en parlait aussi, c'est les notes qui sont trop sévères. Ok. Ça, c'est, y a certains pays où la note minimum que le prof peut donner, c'est 4 sur 10. Parce que quand tu mets un 2, bah, ça fait très mal au moral, tu vois. Ouais. 4, c'est bien, mais par contre, il va falloir que tu t'améliores. Donc, bosse et tu t'amélioreras. Et en fait, ça évite de détruire ta confiance en toi, ça évite de détruire les rêves que tu peux avoir d'être astronaute, par exemple. Et juste en faisant ça, ça permet à l'élève de s'améliorer et à le faire grandir et s'instruire dans de meilleures conditions. Et nous, on est trop sévère en France. Je me rappelle tellement de fois en dictée où j'ai pu avoir des moins 15, des moins 30, parce que je faisais plus de fautes que ce qu'il y avait de points à m'enlever, et du coup, m'enlever dans le négatif.
c'est des trucs, ça m'a marqué tellement. Ça devrait pas. C'est aberrant en fait. En fait, ça devrait pas. Tu peux pas avoir moins que 0. C'est comme si tu étais un moins que rien, tu vois. En fait, c'est hyper agressif. Complètement, vraiment. Et enfin voilà, quand j'ai fait mes recherches, je me suis rappelé quand même de pas mal de choses. Et on fait on fait des parallèles avec nous et on se rappelle de choses qu'on a pu vivre. Et on se rend compte à quel point le système, sur certains points, il est pas bon. Sur d'autres points, il est important de le conserver comme il est ou de l'améliorer un petit peu. Ouais. Est-ce que tu veux partir un peu sur d'autres sujets avant de partir sur les améliorations? Non, moi je pense que c'est un bon axe d'amélioration. Je pense que c'est également les derniers éléments que j'ai à partager. Donc, Eh ben, très bien. Tu veux commencer par quelques améliorations du système? Allez, je commence sur un, notamment, voire un, on va dire deux, même deux en un, pour aller dans le sens de ce que j'évoquais tout à l'heure, notamment sur la partie des horaires. En fait, les psychologues expliquent qu'au niveau de l'enfant et de l'adolescent, il y a des pics de vigilance en termes de concentration finalement, qui se situent entre 9h30 midi et 14h30, 16h30. Okay. Donc en fait, dans ce sens-là, si tu veux, c'est pas que ça sert à rien d'avoir des cours avant et après ces horaires-là, mais il faut pas que ce soit les cours les plus durs. Faut pas que ce soit là où tu apprends des nouvelles choses. Il vaut mieux que enfin si, c'est sur ces enfin oui, voilà, en dehors de ces créneaux, c'est bon, j'avais bien dit la bonne chose. Bon. Donc sur ces créneaux-là, tu vas faire apprendre des nouvelles choses, etc., parce que l'enfant est vigilant et tout ça. Et sur les autres créneaux, donc en extérieur, tu vas faire soit des activités un peu plus créatives, soit reprendre des bases d'autres enseignements, etc. Ça va permettre enfin, ça va dans plusieurs sens, c'est-à-dire que dans un premier temps, comme je disais, c'est au niveau de la concentration, mais c'est ensuite aussi, ça va dans le bon sens par rapport au réveil de l'enfant, notamment où on estime qu'un enfant met plus de temps à vraiment se réveiller, se mettre en activité et d'autres être concentré qu'un adulte. Et donc du coup, en fait, si tu arrives à 8h en cours et que direct tu commences à 8h, probablement que tu t'es levé à 7h, même si tu as l'air d'être réveillé, tu l'es pas en fait. C'est grosso modo ton cerveau il est encore pas après, tu vois. Et du coup, ils expliquent qu'il y a vraiment on devrait avoir une phase de transition. C'est-à-dire que ça n'empêche pas que l'école ouvre peut-être à 8h, parce que logistiquement, pour les parents, etc., entre guillemets, on va pas dire que l'école est censée faire garderie, mais si tu veux, c'est un peu comme ça quand même que ça s'implique. Et puis, comme on parlait du niveau social, ça peut très bien être justement l'objectif de permettre à l'enfant de se réveiller de 8h à 9h30 en étant avec les copains, faire une activité, un truc, faire du chant ou je ne sais quoi, ou même d'autres trucs plus ludiques. Entre eux, discuter, etc. Et qui leur permettent juste de se réveiller correctement et ensuite d'attaquer les cours. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis après, tout simplement, deuxième point qui est sur la pause de midi, qui est absolument nécessaire parce que ces pics de vigilance sont aussi calculés par rapport au fait que, arrivé à midi, au moment où tu as besoin de manger, il y a une grosse baisse de l'énergie et de la concentration. Et donc en fait, tout ça permet de nous donner des bonnes bases sur savoir quand est-ce que devraient se mettre les créneaux. Maintenant, on sait très bien que les emplois du temps, quand tu as ton emploi du temps début d'année et que tu vois si tu vas finir à 17h le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, la totale, on sait très bien que ces emplois du temps-là, ils sont pas du tout calculés en fonction des difficultés des cours, etc., pour mettre les cours les plus, entre guillemets, difficiles aux meilleurs créneaux et tout ça. Parce que c'est pas possible, en fait, il faut que tu manages l'emploi du temps des enseignants avec l'emploi du temps des élèves. Et puis en fait, si tu voulais mettre, comme je disais, les nouveautés sur tel créneau et les autres, faire revoir les bases sur d'autres créneaux, en fait, il faudrait que ton emploi du temps soit constamment changeant pour que justement un cours de maths puisse à un moment être sur le créneau de vigilance et puis plus tard dans la semaine soit sur un autre créneau, etc. et inversement. Et du coup, ça ferait une logistique qui est un peu compliquée peut-être pour les enfants à suivre en école primaire, maternelle et tout ça, de pas avoir les mêmes cours tout le temps. Quand tu me diras en école primaire, maternelle, t'es avec le même prof, donc j'ai envie de dire ça se gère bien, mais après au collège, t'es bien quand tu sais, t'as ton emploi du temps et tu sais très bien que le lundi t'as tel cours à telle heure, mardi pareil, et du coup là si ça devait changer constamment dès le collège, ça pourrait peut-être être un peu compliqué et confusant pour les enfants. Mais en tout cas, ce serait quelque chose d'optimal par rapport aux psychologues de ce qu'ils estiment. Par rapport au pic de vigilance. Ce qui est quand même assez intéressant. Ouais. Et moi, tu vois, ça me fait penser à un truc, c'est que on en parlait dans l'épisode sur l'architecture du futur. Ouais. Je pense à l'IA en fait et à l'utilité que pourrait avoir l'IA pour fabriquer en se basant sur toutes les infos qu'on va lui donner, les emplois du temps des profs, etc., les créneaux de vigilance,
pour faire genre pour chaque classe le planning, l'emploi du temps le plus optimisé avec tiens tel cours difficulté 3 sur 3, difficulté 2, difficulté 1, genre sport par exemple, tu peux le mettre en difficulté 1, t'as pas besoin d'être ultra focus au moment où tu vas aller faire ton sport, genre courir autour d'un terrain, tu vois. Et ben peut-être que le sport il se mettra de 8h30 à 9h30, peut-être qu'à 9h30 bam tu passes sur les maths parce que c'est compliqué, etc. Et ça voudrait dire que les profs auraient toujours un peu les mêmes emplois du temps. Genre le prof de maths par exemple, il bosserait que sur les créneaux qui sont complexes, tu vois, par exemple. Enfin, je me dis, est-ce que c'est possible ? Je pense que oui, l'IA va nous le permettre fortement et va beaucoup simplifier ça. Ouais, c'est intéressant. Et en fait, au moment où tu parles d'un autre épisode, moi ça m'a fait penser qu'effectivement, ce que je mentionne avec les pics de vigilance, c'est exactement ce qu'on mentionnait sur l'épisode de la gestion du temps, où on parlait du fait qu'il y a forcément un moment où tu te rends compte, quand tu es adulte, qu'il y a une période de la journée où tu es plus productif qu'à une autre, et du coup tu vas optimiser et faire en sorte de mettre les tâches les plus difficiles sur ce moment-là. En fait, ça revient à ça finalement. C'est juste que plutôt que, enfin, c'est pas toi qui le fais, c'est l'emploi du temps qui le fait à ta place, enfin pour les enfants. C'est ce qu'il faudrait finalement qui serait idéal. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord. Là-dessus. Voilà, intéressant. C'est passionnant quand même. Ouais, carrément, bien sûr. On voit les différentes opportunités qu'on a d'amélioration sur ce système d'éducation, mais on en voit aussi rapidement vite les contraintes et les limites. C'est des logistiques qui sont assez difficiles à appliquer, surtout à une échelle nationale, etc. Ouais, bon, bref. Après, il pourrait y avoir des écoles tests. Tu vois, on en parlait pour l'école alternance. Bah, peut-être qu'on pourrait créer une école privée, faire des tests là-dessus, ou faire une école publique, j'en sais rien. Ouais. Comme il peut y avoir des nouveaux diplômes avec des nouveaux noms, avec des nouveaux cursus, etc. Et ben, il pourrait y avoir un nouveau style d'éducation dans une nouvelle école. Tu vois. Bien sûr. En soi, je pense pas que ça soit ultra compliqué, une fois que tu as créé un modèle qui fonctionne bien, de l'appliquer à la masse. Ouais, mais en fait, la problématique, elle est que il faut que ça vienne absolument du gouvernement, parce qu'aujourd'hui, quelque chose que j'avais pris comme note mais que j'avais pas encore mentionné, c'est que parmi les enseignements, je disais que tu pouvais avoir des enseignements. Il y a un des principes de l'enseignement en France qui est que n'importe qui peut enseigner. C'est-à-dire que ça fait partie en fait finalement de la liberté d'expression. Okay. Mais par contre, une des contraintes est que les diplômes ne peuvent être donnés que par l'État. Ouais, et donc en fait, pour qu'on mette en place typiquement une école test ou cette école, etc., tu pourrais pas le faire avec juste un philanthrope qui se dit vas-y, j'ai de la thune, j'achète une école, je mets en place un programme, je paye des enseignants, je mets un nouveau truc en mentionnant toutes les idées qu'on a eues, que ce soit sur l'alternance, l'IA qui fait les emplois du temps, tout ça, pour le tester, parce qu'en fait finalement personne ne voudrait mettre des enfants dans cette école-là, parce que le diplôme qui ressortirait de cette école-là serait pas nécessaire, enfin serait pas serait pas donné par l'État et donc aurait aucune valeur et donc ne permettrait pas de continuer dans les cursus classiques après. En soi, pas forcément, parce que là, ça serait juste sur le système en lui-même d'éducation et sur la façon d'apprendre les choses. Mais admettons, tu as appris les mêmes choses mais différemment que quelqu'un qui est dans un cursus classique. Tu peux totalement aller passer ton bac, réussir ton bac. En autodidacte, ce genre de choses. Ouais, vois, effectivement. En fait, on pourrait t'inscrire au bac, t'es une école, et le bac, c'est genre le diplôme qui est donné par l'enseignement national. T'es une école, tu présentes tes élèves au bac, ils l'ont pas. Ouais, effectivement, à voir comment ça peut se faire. Et du coup, oui, potentiellement, sur des sujets comme ça peut se faire. Est-ce que tu as d'autres points pour Non, je pense qu'on peut alterner. Vas-y, je te laisse. J'en ai d'autres, mais je te laisse prendre la suite. Très bien. Alors moi, j'en ai plusieurs. Je vais reprendre un petit peu mes notes parce que j'en ai 4 différents. Ok. Donc, comment améliorer le système ? Déjà, c'est un truc que moi, je pense personnellement et que j'ai pu trouver. On apprend beaucoup trop de bullshit quand on est à l'école. Tout au long du cursus, il y a des choses qui sont super importantes. On en parlait. Apprendre à lire, écrire, parler, compter et la relation avec les autres. Globalement, respecter les autres. Derrière, on va aller apprendre des choses qui, à mon sens, ne resserviront jamais, à part pour briller en société, qui sont de la culture générale, comme l'histoire par exemple, apprendre à dessiner ou des choses comme ça. En fait, pour moi, les heures que j'ai eues en dessin en art plastique, c'est des heures qui sont perdues. Je ne sais pas dessiner, je ne saurais pas jamais dessiner, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est des loisirs pour moi. Ouais. C'est pas des choses qu'on devrait apprendre à l'école. Après, je dis pas, il y a peut-être des parents, des situations familiales qui font qu'ils peuvent pas dessiner chez eux. Peu importe, je sais pas. Mais il y a beaucoup de centres périscolaires où tu peux faire des activités et ça devrait en faire partie, ça devrait pas être à l'école. On devrait mettre notre focus sur quelque chose qui est
plus importants, comme apprendre à faire du calcul mental, apprendre à être meilleur, j'en sais rien, en écriture, apprendre peut-être à mieux s'exprimer aussi pour les élèves, tu vois, apprendre à communiquer leurs émotions aussi, tu vois, potentiellement ça peut être un truc qui est intéressant. Donc ça c'est quelque chose qui est important, revenir aux fondamentaux de l'apprentissage en eux-mêmes. En fait, reconstruire les bonnes bases pour que l'élève ensuite il puisse décider dans quelle direction il va aller et qu'il puisse y aller avec les bonnes bases qu'il a apprises. Ok, je comprends ce que tu veux dire, je suis pas totalement d'accord sur tout, notamment tu mentionnais par exemple le dessin, etc. Finalement, une majorité des métiers qu'on a aujourd'hui sont basés sur la capacité de savoir dessiner, d'avoir une bonne visualisation de comment tu veux répartir les choses, que ce soit à la fois sur du papier, mais même en numérique finalement, les personnes qui font du marketing, les personnes qui font du commerce et tout ça, tu as besoin d'avoir cette visualisation-là qui est peut-être mise en évidence par justement ces cours d'art plastique et tout ça. En fait, il faut voir peut-être que l'enseignement en lui-même, la façon dont c'est montré, paraît très abstrait et n'a l'air d'être que de l'art. Ça veut pas dire que derrière, les compétences que tu en retires ne seront pas vouées à t'aider dans d'autres domaines-là. Donc je suis en majorité d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a juste des nuances peut-être qui sont à prendre en compte. Mais ouais, globalement, je suis quand même assez d'accord qu'il y a pas mal de choses qu'on apprend qui sont bullshit. Sur tout ce qui est notamment par cœur. En fait, à partir du moment où on dit qu'il faut apprendre un truc par cœur, pour moi, c'est un truc qui effectivement ne te servira probablement jamais. En fait, si tu apprends un truc par cœur, c'est que tu n'as pas d'exercice dans lesquels tu vas t'en servir, donc tu n'as pas de situation dans la vie où tu en auras besoin. Surtout, pour moi, c'est que si c'est par cœur, c'est que c'est nécessairement quelque chose qui est situationnel, c'est-à-dire qui ne t'arrivera que dans une seule situation possible. Et que tu une chance sur 1 million de la croiser, cette situation. Apprendre une date, tu auras besoin de cette date que le jour où on te posera la question sur cette date. Tu auras jamais besoin de cette date si on te pose la question sur une autre date. Ouais, tu vois. Alors que apprendre une compétence telle que le calcul, si tu sais calculer 6 plus 2, peut-être que tu sauras calculer 6 moins 4 moins 6 ou autre chose, tu vois, parce que tu as compris la logique qui est derrière le calcul, et que du coup tu vas le faire autrement, tu vas pouvoir reporter ton truc dans une autre situation, tu vois. Et là-dessus, du coup, je te rejoins. Mais du coup, moi, ça me fait me dire qu'il y a quand même une grosse partie de ce qu'on apprend, je sais pas, facilement 30%, sans vouloir en faire gonfler le chiffre encore plus haut, il y a facilement 30% de ce qu'on apprend, principalement au collège, qui ne va jamais nous resservir, tu vois. Enfin, moi, je trouve que ces 30% sur les 140 jours qu'on passe chaque année à l'école, 30% c'est énorme, ça fait genre 45 jours. 45 jours d'une année, ça fait beaucoup quand même, hein. Il faut 7 heures ou 8 heures, enfin c'est énorme. Donc bon, ça c'est la partie pour maîtriser un peu les fondamentaux, sachant que du coup il y a plusieurs petites solutions qu'on peut mettre en place qui permettraient d'aider un peu plus là-dessus. Comme par exemple, quand tu es en CP, CE1, CE2, tu vas apprendre globalement les mêmes choses, mais à des degrés un peu plus élaborés chaque année. Ouais. Et c'est ultra important à cette époque-là d'avoir le même maître, donc d'avoir le même enseignant qui va t'apprendre et à lire et écrire en CP, et la grammaire et la conjugaison et machin. Ah, c'est logique. Jusqu'en CE2. Parce qu'en fait, il va savoir qui tu es, quels problèmes tu rencontres, et chaque année, tu n'auras pas besoin de perdre 1, 2, 3 mois avec le nouvel enseignant pour qu'il sache à nouveau qui tu es, comment tu fonctionnes, etc. Et inversement, connaître le fonctionnement du prof, etc. Moi, j'ai eu des profs de maths qui n'ont pas du tout été capables de m'enseigner comme j'en avais besoin, et du coup de m'aider à comprendre finalement la logique derrière les maths, ou de comprendre pourquoi on faisait ça, ou même de le rapporter à quelque chose d'un peu plus concret par rapport à ce que moi j'avais besoin. Et j'ai eu inversement des profs qui arrivaient totalement à le faire et qui m'ont même permis de me reconnecter un petit peu avec les maths et de me dire ok, c'est bon, en fait les maths c'est pas si dur que ça, juste parce que on avait finalement une façon de penser ou de réfléchir qui était peut-être un peu mieux, peut-être un peu plus adaptée. Et c'est là où effectivement, en fait, si j'avais eu tout mon cursus avec ce prof là, ça aurait peut-être plus marché. Ou même si j'avais eu tout mon cursus avec l'autre prof, j'aurais peut-être galéré la première année, mais au bout d'un moment, tu finis par comprendre la façon de fonctionner de l'autre, parce que tu as fait je sais pas combien de temps avec lui. Au final, tu vas peut-être réussir à t'adapter. Et du coup, sur 5-6 ans, hop, c'est bon, t'as réussi à apprendre des choses. Mais le fait de changer constamment, comme tu dis, là, par contre, même pour le prof, en fait. Pour le prof, c'est carrément mieux d'avoir les élèves sur 3 ans, parce que sur 1 an, le prof peut considérer que c'est un échec s'il n'arrive pas à ce qu'il ait un élève qui apprenne cette formule-là ou cette façon de penser-là. Et en 3 ans, tu as le temps de mieux lui apprendre, tu vois, ou du moins de le faire s'envoler, développer ses ailes. Ouais, effectivement, l'engagement est moins puissant pour le prof.
Alors que justement, comme on disait tout à l'heure, la volonté première au moment où l'enseignant se dit, la personne se dit je veux être enseignant, à la base c'est d'aider les enfants. Tu vois. Ouais, exactement. Donc, deuxième sous-partie, moins d'élèves par classe. On en reparle, mais c'est très important. Et d'ailleurs, j'ai trouvé des infos là-dessus. Depuis de nombreuses années maintenant, il y a de moins en moins d'enseignants chaque année. Ok. Il y a des licenciements, il y a des... Enfin, alors, je trouve ça quand même assez contradictoire dans le sens où on veut que le système d'éducation s'améliore, mais on rame dans l'autre sens, tu vois. Ouais. Alors, il y a certainement d'autres raisons, comme Il y en les a raisons plein. économiques principalement, mais en soi, si on les formait mieux, ils seraient plus efficaces. S'ils étaient plus efficaces, même avec plus d'élèves, ils s'en sortiraient aussi, tu vois. En fait, il y a plein de pans différents sur lesquels on pourrait attaquer pour faire en sorte que le système s'améliore. Oui, puis inversement, il y a aussi quelque chose on va dire un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que souvent, pour avoir envie d'être enseignant, il faut qu'au moins à un moment donné dans ta vie, tu aies eu un enseignant qui t'ait donné envie de l'être, tu vois. Ouais. Et si finalement tu t'es confronté, en fait, plus on aura des enseignants entre guillemets médiocres, je dis pas du tout qu'ils le sont et je dis pas que c'est le cas, mais imaginons qu'un enfant ait été confronté qu'à des enseignants médiocres, il y a virtuellement zéro probabilité qu'un jour il souhaite le devenir, tu vois. Sauf si c'était une passion, parce qu'un jour, son père, il lui a appris un truc et il s'est dit « je vais être enseignant, papa », tu vois, mais c'est genre un cas ultra isolé. Je suis d'accord avec C'est toi. un peu finalement le chien qui se mord la queue. En fait, finalement, moins on mettra l'accent sur la qualité de l'enseignement, moins on aura d'enseignants, et du coup, plus ce sera difficile de mettre la qualité sur l'enseignement, Ouais, bien sûr. etc., etc. Ouais, en fait, c'est un cercle vicieux, Ouais. et ça s'empire d'année en année, quoi. Mm. Et le troisième, du coup, il faudrait mettre en place des plans de formation. Et des plans de formation dans le sens où c'est un peu comme tu sais, quand tu fais une année en mana, par exemple, pour faire un rattrapage scolaire. Ok. Tu changes de cursus, il te manque plein d'informations, tu vas faire une année en mana. Alors, Je connais pas le mana. je crois que c'est mana, ma soeur, elle avait fait ça. En gros, tu arrives, par exemple, toi, tu es en dessin, tu veux arriver en commerce, bah, tu vas faire une année de mana en commerce. Et pendant une année non-stop, une année prépa en fait. Finalement. c'est que du rattrapage, mais ultra intense. Genre, c'est des années qui sont très difficiles. Et ben, il faudrait qu'il y ait des plans de formation comme ça. Par exemple, t'as plein d'élèves qui comprennent rien aux maths. Et ben, si ça fait genre 2 ans qu'ils comprennent rien aux maths, il faudrait peut-être juste qu'un jour ils fassent quelque chose pour comprendre quelque chose aux maths. Et pour ça, tu as 2 solutions. Soit tu vas prendre un prof particulier, mais dans ce cas-là, ça te coûte de l'argent, ça coûte de l'argent à tes parents, tu l'as peut-être pas forcément. Ou alors, il n'y a pas de prof particulier, j'en sais rien, tu es peut-être dans un endroit hyper reculé et le seul prof qu'il y a dans le secteur, c'est le prof que tu as quand tu es en cours, qui déjà t'explique mal, tu vois. Et derrière, deuxième chose, deuxième option, ça serait d'avoir la possibilité de faire, par exemple, j'en sais rien, des cours groupés avec tous les élèves du collège ou du lycée qui ont les mêmes difficultés sur les mêmes domaines et les emmener dans la bonne direction tous ensemble. Ouais. Parce que si ça se trouve, les difficultés qu'ils ont, c'est le même problème de compréhension pour tous, tu vois. Oui. Ou alors il y a 2 problèmes de compréhension, tu peux les traiter en fait. Oui. Et du coup, de passer un peu de temps là-dessus, ça peut permettre aux jeunes justement. Ouais, ça revient à ce que tu disais. Et finalement, c'est un peu une sorte d'individualité déguisée. C'est-à-dire que là, tu ne viens pas. C'est pas de l'individualité avec la personne de ta classe qui a pas compris et du coup, tu le prends à part et tu lui dis ça. Ouais, bien sûr. Mais c'est la façon de le faire de façon groupée, on va dire, avec la personne de ta classe, mais de toutes les classes. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. C'est celui de ta classe qui a pas compris, mais répercuté sur tes 10 classes que tu as en tant qu'enseignant. Même si tu les et as tu pas. les mets tous ensemble et bam. Oui, même si tu les as pas, si oui, tu les as pas, tu vois. Si t'es plusieurs profs de maths, maths, tu peux parler en fait les uns avec les autres. Et limite de faire pas une tier list, c'est un peu abusé, tu vois, mais de faire un groupement d'élèves et de se dire, bah eux sont très bons, on n'a pas besoin de les toucher. Eux, voilà, faudrait peut-être travailler un peu là-dessus. Eux, faudrait faire ça, etc. Attention, parce que toucher et enfant dans la même phrase, c'est compliqué. On n'a pas le droit de les toucher. Donc ça, c'est pour la première grosse partie. La deuxième, c'est de favoriser la mixité sociale. Donc ça, pour améliorer le système, en fait, ça serait une bonne chose dans le sens où, je reprends mon exemple, je viens de la campagne. À la campagne, il y a beaucoup de racisme. Genre, c'est très présent parce que il n'y a pas de mixité sociale. Il y a des campagnards et il y a des fois, genre, une famille qui vient pas de la même culture, qui est venue s'installer à la campagne. Et du coup, c'est genre la famille à qui personne parle. Enfin, j'abuse, j'extrapole, mais c'est pour dire que si tu es plus facilement confronté à des personnes qui sont de cultures différentes, de pays différents, bah, tu vas grandir un peu mieux avec l'esprit un peu plus ouvert, tu vois. Alors, je dis mieux parce que je me base sur mon opinion à moi. Peut-être que les gens qui sont à la campagne, ils veulent pas grandir mieux de ce côté-là, tu vois, Ouais. peut-être qu'ils s'en fichent.
En fait, Mais- c'est un critère qui est pas, sur lequel l'éducation, enfin le système d'éducation n'a pas de Non. mainmise en fait. Non. Parce qu'en fait, c'est lié à la proximité de où est-ce que les gens s'installent finalement. Ouais, C'est exactement. pour ça que dans les villes, tu as peut-être plus de mixité que dans les campagnes, parce que les gens qui, on va dire, viennent d'une autre culture et viennent s'installer, ils vont aller privilégier de s'installer dans une ville plutôt que de s'installer dans le trou du cul de la France. entre guillemets. Bien sûr, Il y en a quelques-uns qui le font. Il y en a quelques-uns qui le font. qui le font, mais on ne sait pas trop pourquoi. C'est peut-être une mobilité d'entreprise, etc. Mais du coup, c'est des cas un peu isolés versus la majorité des cas. Ouais. Et en fait, du coup, c'est vrai que t'imagines, l'éducation nationale en France va pas d'un seul coup te dire on a besoin de plus de Allez, mixité ça dans nos déménage. écoles là en campagne. Alors vous tous là, vous dégagez des villes, vous allez là-bas, comme ça on crée un peu de mixité, on se fait un petit schmilblick et comme ça, hop, toutes les écoles. Ce serait pas possible. Après, Tu peux pas imposer à des milliers de familles de déménager juste parce que tu veux la mixité dans les écoles. Non, mais tu pourrais faire des genres de gros programmes en mode bah voilà, on a tant de logements qui sont libres dans tel secteur, c'est des secteurs où il y a des usines, des choses comme ça, il n'y a pas de main-d'œuvre, bah, de demander aux gens de déménager. Ouais, mais là on se retrouve sur la même chose finalement, comme tu dis. Bien sûr. Derrière, C'est ce très seraient les mêmes classes sociales qui iraient dans les endroits en question qui ont tel programme. Et en fait, t'aurais pas de mixité, t'aurais peut-être une mixité raciale ou ethnique, t'aurais pas de mixité de classe sociale. Donc en fait, indirectement, tu te retrouves ça va être d'autres discriminations qui Ouais, vont se bien créer. sûr. Enfin, c'est idéaliste, Ouais, c'est c'est très bien, comme tu dis. Au final, je Bah, suis sûr que ça va améliorer les une bonne choses. chose. effectivement. C'est juste que c'est Difficilement difficilement réalisable. réalisable. Chips. Je suis d'accord. Aussi, du coup, pour favoriser cette mixité-là, c'est pas que social dans le sens ethnique ou quoi que ce soit, c'est aussi sur les programmes scolaires. Ouais. C'est-à-dire que quand tu arrives au lycée, tu as très souvent un lycée général, un lycée pro, un lycée technologique, ou alors un lycée général et technologique et pro à part. Mhm. Et ben, ça serait de rassembler les différents types de cursus et de faire un lycée pro, techno et général. Et ça, en fait, ça permettrait deux choses. C'est que les personnes qui ont un peu plus de difficultés, qui sont parties en pro, pourraient se lier d'amitié avec des personnes qui sont en général, créer des cercles d'amis un peu plus variés que juste élèves qui ont eu des difficultés ou élèves qui sont passionnés par le domaine professionnel, tu vois. Ouais, bien sûr. Et en fait, je me dis, sur un truc comme ça, c'est clairement réalisable. En fait, il faudrait peut-être juste des lycées un peu plus grands aussi. Ou alors, Mais après, il y en a déjà. Hein. Moi, je sais Ouais. que j'étais dans un lycée où il y avait pro, techno et général dans le même lycée. mais lycée ou études sup aussi. Lycée. Ouais. Là, je parle de mon lycée. Ok. Parce que tu vois, moi j'ai fait une année en études sup et il y avait genre le lycée techno, général et les études sup tout au même endroit. Ouais. Ah oui, non, il y avait aussi un BTS. Mais c'était Ouais. un BTS qui allait dans le sens justement de la filière pro. Ok. Voilà, effectivement. Mais bon, après, on Ouais. peut pas non plus avoir Trop, tous les non, trucs au même non. endroit. Effectivement. C'est On très a des compliqué. campus en fait dans chaque ville. Ouais, c'est ça exactement. Mais après, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ouais, bah pourquoi pas. Regarde, Au aux final, États-Unis, c'est ça peut-être se passe bien très bien. justement ce qu'ils font. Ouais. Ils ont carrément Ils sont des combien les campus partout. États-Unis d'ailleurs? Ils sont 22e? Bon, ils sont dans le top 10. Hein. Ouais, c'est Ouais, ils sont dans le top 10. Hein. Peut-être même 7 ou 7, 8. Ils ont des bons cursus. Ce qui est plutôt pas mal. On a aussi en troisième point l'inclusion sur les élèves handicapés. En fait, il y a des élèves qui n'arrivent pas à suivre ou qui ne peuvent pas suivre. Toi, t'en parlais sur le fait qu'ils puissent prendre des cours à la maison, mais du coup, ils sont socialement exclus. Donc l'inclusion, ça serait de mettre en place soit des logiciels, soit des aménagements dans les lieux d'enseignement, lycée, collège, peu importe, école primaire, pour que justement les handicapés puissent venir sur place. Alors, je sais qu'il y a certains styles de handicap qui sont difficiles à... Je pense surtout les handicaps cognitifs, principalement, où en fait, malgré les aménagements que tu peux mettre et les logiciels, c'est des fois très difficile de faire en sorte que ça se passe bien ou de les inclure. Mais il y a globalement pas mal d'autres types de handicaps, qui soient physiques, qui soient invisibles, qui soient mineurs ou autres, qui pourraient permettre d'être inclus dans les classes qu'on a actuellement en ayant des logiciels spécifiques. Alors, je n'ai pas forcément trouvé d'exemple de logiciel, mais ça sera principalement du style logiciel de prise de notes, par exemple. Ouais. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas écrire ou qui ne savent pas écrire, et à qui c'est difficile de l'enseigner, ou voire impossible. Peut-être qu'en tapant sur un clavier, c'est pas pareil. En Ouais. dictant. J'ai pas trop de connaissances sur ce sujet-là, mais par contre,
Moi, ça me soulève quand même pas mal de questions justement sur l'inclusion. Je pense que ça peut peut-être être un sujet intéressant parce que je me dis qu'en fait, typiquement, moi je crois que j'ai déjà eu ça un peu dans mon cursus. J'en ai pas beaucoup de souvenirs parce que j'ai l'impression que les personnes qui arrivaient et qui avaient besoin d'inclusion pour diverses raisons restaient pas, enfin, tu vois, à peine quelques mois et finissaient ailleurs, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu, si tu veux, un paradoxe entre les personnes qui ont besoin d'inclusion. Si tu fais des aménagements pour elles, tu soulignes le fait qu'elles sont différentes et du coup, tu crées une barrière qui justement empêche cette inclusion. Si tu veux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en fait, ça crée une sorte de discrimination où tu vois un enfant qui se dit bon bah ok, tu veux améliorer l'inclusion, par exemple d'une personne handicapée qui a du mal à écrire, tu lui donnes un logiciel de prise de notes. Et ben les autres enfants vont se dire mais moi j'ai pas le logiciel de prise de notes, lui il est privilégié, du coup on va dire ça le pointe du doigt entre guillemets, ça l'isole de l'autre partie de la classe et ça empêche cette inclusion, tu vois, alors que c'est pas le but, mais ce que nous on est capable de faire en tant qu'adulte avec le recul nécessaire, le bon esprit critique, etc., on n'est pas capable de le faire en tant qu'enfant. Et du coup je pense que tous ces trucs d'inclusion qui seraient totalement ok à notre âge, etc. Dans une entreprise, tu mets des aménagements pour quelqu'un qui est handicapé pour qu'il puisse faire le même job que toi avec des outils en plus. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui râlerait. Il y a toujours des gens qui râlent, bien sûr, mais la proportion, je pense qu'elle serait inférieure aux personnes qui râleraient dans une école d'enfants de 12 ans. Tu vois. Après, j'ai envie de dire, est-ce qu'au final, ça serait pas la solution pour changer les mentalités? Parce que si on se dit ça, on va jamais le faire. On est d'accord. Et si on le fait petit à petit, peut-être qu'au début, ça sera difficile. Peut-être qu'il va falloir réapprendre aux élèves qui seront confrontés à ça, pourquoi ils sont confrontés à ça. Peut-être qu'au bout d'un moment, ce sera même plus confronté, le terme, ça sera juste normal en fait. Tu vois. Et du coup, le fait de donner un outil à un élève qui de base ne peut pas venir, et grâce à cet outil, il peut venir en cours, bah, c'est l'inclure lui et montrer aux autres qu'il y a toujours une solution pour faire en sorte qu'une personne qui est exclue puisse venir. Ouais, je suis d'accord. Peut-être que sur les premières années, oui, il peut y avoir limite de la jalousie, j'en sais rien. Lui, il a un logiciel que j'ai pas, tu vois. C'est nul comme pensée, mais on ne sait pas ce qui peut se passer dans la tête des enfants. Ouais. Débat ouvert, en tout cas, c'est un sujet, je pense que c'est une question assez intéressante. Et ça nous amène du coup sur les derniers points. On va essayer de boucler cet épisode. Il me reste un seul point. Ok. Un seul point. Bien. Donc, ce qui est aussi un gros problème et du coup qui peut être amélioré. On parlait de la formation des enseignants, mais il n'y a pas que leur formation, il y a aussi le suivi une fois qu'ils sont jetés dans la gueule du loup. Non, une fois qu'ils sont lancés dans la vie active et qui sont du coup sur leurs premières années d'enseignement, et ben sur leur 3e année d'études, ils ont un tuteur, ils ont du tutorat et ils bossent avec un autre enseignant. Et ben ce qui serait préconisé, ça serait que pendant 2 ans suivant cette année de tutorat, il y ait le même style de tutorat, alors pas aussi poussé, mais qui est quand même un autre enseignant senior qui les accompagne, qui les aide à résoudre leurs problèmes qu'ils peuvent rencontrer, j'en sais rien, peut-être à discuter de situations qu'ils ont vécues et où ils n'ont pas forcément su trouver les bons mots. En fait, ce serait de l'accompagnement, un peu comme l'alternance au final. Mais et ça permettrait justement d'améliorer cette éducation qu'on pourrait avoir, tu vois. Et sur ce côté tutorat, c'est marrant, ça me fait penser à un système, quelque chose qui est inclus dans le système d'éducation aux États-Unis, c'est le fait d'affilier des élèves de classes différentes, de niveaux de classes différentes, où en fait, par exemple, quelqu'un qui est en 6e va être affilié à quelqu'un qui est en 5e pour que le 5e puisse donner des conseils à celui qui est en 6e. Et ils se suivent, tu vois, tout au long du cursus, tant qu'ils sont dans la même école, etc., ou parfois c'est changé s'il y a besoin, tu vois. Mais je trouve que ça aide pas mal de choses. Déjà, ça crée un peu de l'inclusion, ça aussi casse un peu les barrières entre les différences d'âge et tout ça. Il y a peut-être un peu moins de moqueries, genre du 5e qui se fout de la gueule du 6e et ce genre de choses. Donc, niveau social, c'est pas mal. Et aussi, niveau scolaire, ça aide sur pas mal de choses parce que si l'enfant qui est en 5e est en 5e, c'est qu'il a réussi la 6e. Automatiquement, il peut donner des conseils à celui qui est en 6e. Ils ont probablement à peu près la même culture parce qu'ils sont de la même génération et tout ça, donc ils peuvent connecter d'une façon différente qu'entre l'élève et le prof. Et ça peut faciliter pas mal de choses. C'est quelque chose qu'on n'a pas en France, mais je pense que ça peut. C'est une très bonne idée. Pas mal de trucs. On devrait le mettre d'ailleurs dans cette nouvelle école qu'on va ouvrir. Exactement. Et du coup, moi j'en profite, je vais sur le dernier point qui est un petit point que j'ai évoqué à peine tout à l'heure. Comme ça, on finit rapidement.
c'est ce que je disais, le fait en fait aujourd'hui, c'est d'inclure tout ce qui est péri-scolaire et extrascolaire finalement dans l'éducation. Il faudrait que ce soit un programme qui est vraiment un écosystème qui est lié et pas isolé l'éducation, ensuite on va dire les activités scolaires, parce que typiquement selon les familles, il y a des familles qui ont les moyens d'inscrire l'enfant dans un sport et d'autres qui n'en ont pas. Et en fait, ça pourrait être quelque chose qui est pris en charge, une logistique qui est prise en charge et qui pourrait permettre du coup à différents enfants de s'inscrire dans des cursus extrascolaires. Et puis du coup à la fin de ta journée d'école, tu vas faire ton sport. Mais peut-être que du coup ça, ce serait encadré un peu par l'éducation et qui permettrait du coup à plus d'enfants d'avoir accès à aussi des loisirs, une vie sociale en dehors des trucs plutôt que de ne pas l'avoir, parce qu'en fait on a beaucoup d'écarts et d'inégalités avec les familles qui ont les moyens et les familles qui n'en ont pas, où tu te retrouves avec des familles qui n'en ont pas, qui en fait finalement font vraiment comme métro boulot dodo, mais c'est vraiment genre juste sortent de chez eux, ils vont à l'école, ils reviennent, ils sont chez eux et ils font autre chose, tu vois, et fin de l'histoire. Et des familles plus aisées où tu as un meilleur équilibre. Et en fait, l'écart se creuse tellement au fil des années que ça fait beaucoup de différences cognitives et sociales au sein de l'école. Et ça crée pas mal justement de problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure, que ce soit en termes d'inclusion, que ce soit en termes de concentration. Et c'est souvent ces enfants-là qui ont des difficultés et qui se retrouvent du coup dans les programmes qui sont peut-être un peu moins favorisés, etc. etc. Et c'est vraiment un cercle vicieux, comme on aime à le dire très souvent. Ouais, en fait, au final, ça permettrait de se détendre en fin de journée, d'avoir tout le temps une activité. Tu revois les mêmes copains, tu re-sociabilises. En fait, ça serait vraiment plus. Je crois qu'ils font ça en Allemagne, justement, sur ce système-là. Possible. Tu vois, en fait, faut prendre un petit peu de partout. Ouais, mais c'est ça. De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. En tout cas, c'était un très bon épisode. Passé très vite. Ouais. Beaucoup de choses à se dire, finalement. Comme quoi, l'éducation, ça fait parler, parce qu'il y a une grosse partie qu'on n'a pas traitée, qu'on traitera sûrement dans un autre podcast. C'est tout ce qui est l'éducation par soi-même aussi, grâce à notre époque qu'on a actuellement avec les formats qu'on peut voir sur YouTube, sur même des forums, des choses comme ça. Je pense que c'est un sujet qui est quand même assez vague aussi. L'autodidactie, est-ce que c'est comme ça qu'on le dit? Être autodidacte, je sais qu'on le dit, mais est-ce qu'on parle d'autodidactie? L'autodidactance, ça sonne moins bien. Dites-nous dans les commentaires, comme ça vous en profitez pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, savoir si vous êtes d'accord avec les différentes idées qu'on a eues, et peut-être savoir s'il y en a un parmi vous qui veut se lancer et créer l'école du futur qu'on a mentionné. Qui sait, n'oubliez pas de nous mettre dans les crédits si vous le faites. et puis on se retrouve je pense la semaine prochaine pour un futur épisode. On ne sait pas encore sur quel sujet, mais ne vous inquiétez pas, on trouvera. Ça sera la surprise. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.